acteur qui Genre, rentre en le ligne de flic, il compte. te met pas une amende, en fait, genre, parce qu'il te connaît. C'est ça pour Non, moi, c'est pas ça, c'est que justement, il va pas faire forcément parce que toi t'es corse. Si tu vois, c'est une police purement locale, etc. Il va peut-être mettre une amende à des touristes, etc. Mais après, voilà, avec les Corses du quotidien, il va avoir du coup il va avoir une certaine Et limite. alors, du coup, Ça là, sort tu souvent des comprends films bien que gracieux. d'un point de vue de droit, tu comprends bien que d'un point de vue du droit, d'un point de vue de la justice, d'un point de vue des égalités des citoyens devant la loi, devant le droit, il n'est pas normal le comportement que toi tu as décrit en Corse, que tu as observé en Corse, que moi j'ai vu ici, c'est-à-dire les policiers qui laissent filer les locaux parce qu'ils les connaissent et qui cartonnent les touristes. Je suis désolé, mais les touristes, ce sont des invités, ce sont des êtres humains et en plus, ce sont des compatriotes. Tu n'as pas à les traiter différemment, sinon c'est de la corruption. C'est une forme de corruption qui est basique, qui est simple, qui est quotidienne, mais c'est de la corruption. Tu ne dois pas, en tant que policier, traiter différemment les étrangers, surtout régionaux, qui sont des compatriotes, et les autochtones. C'est pas normal. C'est pas l'égalité de droit, c'est pas la justice. Après, je dis pas, après, il y a la théorie et la pratique. C'est juste que, pragmatiquement, quand tu connais bien le terrain, que tu connais bien tes habitants, tu sais qu'effectivement, si tu commences à faire voilà, une forme de pardon vis-à-vis de certaines choses, tu vas entre guillemets t'attirer, finalement, tu vas t'attirer, peut-être que tu vas mettre en condition la population de justement de se comporter bien aussi et de pas truander. Parce qu'elle voudra respecter son territoire, etc. Donc c'est un échange de bons procédés. Peut-être qu'il y aura une certaine tolérance. T'es vraiment dans une vision très animale du travail de police, même si je suis d'accord qu'il y a une partie du travail de police qui est très animale. Mais globalement, c'est quand même, ça concerne pas la majorité des citoyens, cette approche de la police. Ce que je veux dire, c'est que globalement, il y a beaucoup de choses qu'on reproche à la police parce que nous, on est des connards de citoyens dans le quotidien et que c'est les policiers qui viennent nous mettre des carottes. Et la réalité, c'est que les policiers, et d'ailleurs il y a plein de témoignages de policiers qui vont dans ce sens-là, ce sont des machines, ce sont des robots, ce sont des imbéciles. Donc c'est pas leur faute. C'est la faute des mecs qui leur ont tort. Voilà, sauf que ce que je veux dire, c'est que justement, c'est ce qu'on appelle le concept de la baïonnette intelligente. Un homme d'armes ne doit pas être un imbécile et ne doit pas obéir aveuglément. Un homme d'armes doit avoir du discernement, ne serait-ce que pour faire la différence entre un vrai ordre et un faux ordre, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à fonctionner lorsque les lignes de communication sont coupées, ne serait-ce que pour être capable de débusquer un traître au sein de tes propres rangs. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles un soldat ne doit pas être une machine stupide, mais doit être au contraire quelqu'un d'intelligent qui comprend la bataille dans laquelle il est engagé. Après, le truc, tu sais, moi je vois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de policiers qui sont peut-être dans la corruption plus que tu n'imagines qu'avant. Parce qu'à l'époque, tu vois, quand ils voient qu'ils sont impuissants, qu'ils doivent arrêter 10 fois la même personne et qu'ils voient que la justice suit pas, ils se demandent au bon moment ça sert à quoi leur boulot. Ils se disent bon bah autant du coup bah le système c'est de la merde, il y a plus tout ce qu'on fait ça sert à rien. Donc au bout d'un moment peut-être que les mecs se disent bon bah autant quitte à essayer de faire quelque chose, autant se servir soi-même. Moi, c'est plus ça qui pense qu'il y a la corruption qu'autre chose. Moi, j'habite dans un quartier et genre les dealers, les flics s'en foutent. Genre ils passent devant en confinement, en couvre-feu. Tu vois le guetteur, ils savent tous que c'est un point de deal. Ils font rien, ils vont même pas les contrôler, rien du tout. Ils s'en foutent. Ils savent qu'ils vendent de la drogue, qui fait quoi. Ils le savent Non, tous. alors après, voilà, Zeus, t'en es conscient que le trafic de drogue en France, il est plus ou moins contrôlé par les condés et que tous les trafiquants, c'est des indiques. Oui, oui. Bon, alors il n'y a pas d'embrouille, Je on sais sait pas, pourquoi c'est comme ça. mais en tout cas, ils s'en foutent. Ça, c'est sûr. Parce que Voilà, tu c'est pas connais qu'ils s'en Snapchat. foutent, c'est qu'ils font partie du même camp. Ils sont dans le même camp. Et ben maintenant, la nouvelle mode, c'est des Snapchat qui vendent, enfin, dans leur Snap, en fait, ils te montrent de la drogue, ils disent ouais, je vous livre de la drogue, etc. Enfin, c'est une sorte de magasin en ligne. Uber Sheet. Ils te livrent comme ça. Hein? C'est les Uber Sheet, coq, qu'ils ont. Tu vois, c'est ça. Et genre, et tu vas me dire que les flics savent pas. Non, mais Et ça, après, ils vont te sortir la sécurité, les cités, sous l'emprise des trafics de drogue, des trafiquants de drogue, des réseaux. Vous faites rien, bande de clochards, vous faites rien. Moi, la dernière fois, je me rappelle quand si je peux te raconter, je vais te remonter pour qu'on en passe pas 2 heures. Il y a 6 heures. ans, tu vois, on m'avait volé mon vélo. Et ben, ils ont appelé, ils m'ont dit, allez au commissariat. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas allé au commissariat, j'ai fait le tour du pâté de maison, et j'ai retrouvé la bande qui a pris mon vélo. Je lui ai dit, tu me rends mon vélo, je te baisse ta mère. Il me l'a rendu. Tu vois? Les flics, ça va rien. Quand t'as besoin d'eux, ils disent allez au commissariat. Le commissariat. Alors, l'idée de tout ça, quand même, c'est que
moi, peut-être pas là pour l'instant, on est en train de discuter tranquillement, mais moi, je suis dans un projet véritablement de réformation, de réforme, et il y a des choses qu'il faut proposer. Moi, ce que je dis, c'est que pour pouvoir réformer ce pays, et on sait qu'on a un énorme problème avec la police, c'est qu'il y a des policiers qui sont des ripoux, qu'il y a des policiers qui sont mal commandés, et qu'il y a beaucoup de pourris dans le commandement, et qu'il y en a peut-être beaucoup moins en bas. Mais en tout cas, il y a des pourris dans le commandement, ça c'est sûr. Si on veut pouvoir dire, d'un point de vue réel, d'un point de vue officiel, qu'un homme est pourri, c'est pas comme le dire sur un réseau internet de conspirationnistes. Dire qu'un homme est pourri dans la vraie vie, à la télévision, pour qu'il soit effectivement en prison, s'il faut le faire à la légère, parce que tu vas détruire la vie de quelqu'un. Donc pour pouvoir le faire, il faut que tu aies derrière une justice à qui tu puisses donner un type, et que la justice, elle prend le type, elle le teste, et ensuite elle te le rend en te disant il est coupable ou il n'est pas coupable. Je parle vraiment de l'institution. C'est pas possible que. Oui. C'est pour ça que je suis. On est d'accord que la justice est corrompue. Je suis d'accord avec toi. La justice est corrompue jusqu'à la moelle par trois mafias différentes. C'est une évidence. Et les juges honnêtes, je connais deux juges honnêtes. Si tu peux les citer. Alors le juge Legros et l'autre, je vais avoir du mal à retrouver son nom, mais c'est sur une affaire à Monaco. Moi je le connais. C'est. Alors je t'explique. Toute affaire qui implique une personne de confession juive. Alors non, là on n'est pas. S'il te plaît, laisse les juifs en dehors de tout ça. Là, pour l'instant, on n'a pas abordé la question. On va la laisser de côté pour l'instant. Non, mais c'est un très bon sujet. Ah non, mais enfin bref. Tout à l'heure, on parlait d'extraterrestres. Alors on va y aller mollo sur les maîtres du monde. Ah ben je vois. Mais voilà, ce que je voulais. Bon, je finis mon propos. Après, je rends l'antenne. Il y a des gens qui arrivent. Mais en gros, voilà. Pour pouvoir dire qu'il y a des policiers qui sont corrompus, il faut d'abord réformer la justice, parce que c'est une fois que tu as une justice qui fonctionne, que tu peux passer des policiers à l'intérieur qui sont suspects et qu'on te le sort. Non, lui, il n'est pas corrompu. Ah oui, lui, il est corrompu, il faut le retirer des effectifs. Tant que tu n'as pas une justice qui fonctionne, tu peux pas tester les policiers, tu peux pas tester les hommes d'affaires, tu peux pas tester les politiciens, donc tu peux pas tu peux pas réformer. Parce que pour réformer, il faut enlever la corruption d'abord. Donc il faut la justice. Le système a sa propre dynamique. Tu sais pas, c'est pas nous qui. Je tolère pas. Excuse-moi. Je tolère pas le mec là qui crie Auschwitz sans les juifs. C'est plus vraiment Auschwitz. Ça mérite un. Après, le truc c'est que le système a sa propre dynamique. Je pense pas que le système changera de dynamique, etc. Aujourd'hui, c'est comme si tu étais dans une prison et tu demandais qu'est-ce que tu ferais à l'extérieur. Avant d'être à l'extérieur, il faut survivre à l'intérieur. Il faut se demander comment tu fais pour faire sortir la question de la prise de pouvoir, c'est une chose, mais pas pour pouvoir prendre le pouvoir dans les sous. Tu sais, moi, je suis informaticien, donc ma spécialité, c'est de découper les tâches complexes en liste de tâches simples. Donc, dans l'étape prendre le pouvoir, il y a quelque part quelque chose qui s'appelle la vision. Et donc, ça veut dire que tu dois proposer aux gens une vision de après la prise de pouvoir et après les réformes ou le nouveau régime que tu mets en place, après ce que tu fais, comment ça va être. Donc, il faut que tu proposes aux gens une vision. Et après, il y a des tas de gens plus sérieux que ça qui vont vouloir comprendre comment tu vas mettre en œuvre ta vision. Donc, cela, il va falloir que tu leur présentes un programme. Et après, tu vas avoir des gens encore plus taquins que ça qui, eux, vont te demander une théorie politique sur ce que tu es en train de mettre en œuvre et son intégration par rapport au régime passé, au régime futur, aux utopies et compagnie. Donc, c'est pour ça que quand bien même je suis d'accord que le projet de prise de pouvoir est prioritaire sur le projet de réforme. Néanmoins, pour pouvoir faire une prise de pouvoir, il faut que tu proposes à tes partisans une vision de l'avenir et un projet de réforme qui tient comment violemment. De toute façon, avant de prendre le pouvoir, il faut savoir comment tu peux faire survivre. Tu peux survivre à ce système parce que par sa propre dynamique, ce système. Oui, mais c'est facile de survivre. De détruire une partie. Et c'est pour ça qu'on va de plus en plus, là, tu n'en es peut-être pas là, mais moi, ça fait quelques mois que j'en suis là déjà. De plus en plus, le système va resserrer ses chaînes autour de ton cou jusqu'à tous nous étouffer. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de le renverser. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire le pouvoir, de prendre le pouvoir. Et peut-être que ce sera difficile, mais nous n'avons pas le choix. Moi, je sais qu'en 2022, Macron sera élu, donc bon. Ah, c'est cool, ça. Et c'est direct de la DGT. Pourquoi je vais vous dire pourquoi. Je suis pour parce que Nietzsche avait dit ce qui doit tomber ne le retient pas, mais pousse-le joyeusement. Et c'est pour ça qu'il faut militer pour la réélection de Macron. En fait, de toute façon, il y a un livre de, comment il s'appelle, Julius Evola, qui disait que tu pourras jamais renverser un système. La seule chose que tu pourras faire, c'est de le chevaucher, le système. C'est-à-dire que tu pourras effectivement, le lion, tu pourras chevaucher le lion, mais jamais tu ne pourras abattre un lion. Le lion est trop puissant, il va dans une direction. La chose que tu peux faire, c'est le lion, tu lui donnes une boîte de croquettes et pendant qu'il mange, tu le recules. Là, le problème, c'est que la prise de position, l'axiome, la prémisse de ta réflexion, c'est on a déjà perdu.
où nous sommes déjà vaincus, je suis invaincu. Alors que moi, je suis pas invaincu pour l'instant. Il y a Bah, la stratégie de la terre brûlée. Vous connaissez pas la stratégie de la terre brûlée? Si tu fais trop le malin, Mais c'est pour ça que je fais pas trop le malin et que j'utilise des singes pour diffuser mes propos, que je ne le fais pas directement. tu vois. Puis même si tu le faisais, Contrairement aux gens qui utilisent des hommes de paille, les hommes de paille finissent par tomber et après tu te sens mal parce que c'est à cause de toi qu'il est tombé. sauf que c'est Alors pas, quand c'est tu pas des utilises hommes de taille, en fait. quand tu utilises Ils des ont singes, 200 000 fils c'est devant toujours des toi. singes différents. Pour ça, l'ennemi ne fait pas de mal à tes singes parce que c'est pas leur faute. L'ennemi en lui-même, T'as qu'à il demander est ça aux il est pas Géliens, fort il est pas fort de lui-même, il est fort de lui-même, il est surtout fort de la faiblesse des autres. Donc avant de vouloir, entre guillemets, renverser un système ou je ne sais quoi, il faut surtout, en fait, se renforcer Non, il soi-même. C'est en il te faut surtout renforçant que les gens toi-même et soient en recréant vraiment des dégoûtés. C'est pas le cas. Vous savez, Macron, il est pas si haï que ça. Hein. vertu à détruire, c'est la tradition, c'est la cohésion, etc. Le modernisme, etc. C'est ce qui nous a amené là. Donc oui, la meilleure moyen d'agir aujourd'hui, je pense, c'est de recréer du collectif, de la cohésion. Et effectivement, à ce moment-là, peut-être que dans cette transcendance-là, des Oui, choses mais se passeront. ça Mais s'appelle elles se du passeront pas communautarisme, tu vois. dans le combat frontal ou horizontal avec un système qui Ça s'appelle du communautarisme. te permet. Est-ce que tu peux Et arrêter je de me m'en couper quand tire je parle, public, toi? hein. Tu peux te faire mettre ta gueule 2 minutes, ça serait sympa. Merci, je te remercie. Je te laisserai parler après, mais évite de me couper la parole, ce serait gentil. Ouais, bah j'ai fini parce que Évite d'être vulgaire. je crois que je vais le muter, lui. Non, en fait, c'est le troisième intervenant, donc non, faut le laisser parler. Vas-y, Zeus, nous t'écoutons. Ouais, il veut pas parler, Bol. Non, mais c'est pas parce que quand je parle, j'ai l'impression que tu coupes la parole, du coup, je suis obligé d'accélérer, ça me saoule au bout d'un moment, quoi. Non, vas-y, je te laisse. Ah, mais là, c'est bon, continuer, quoi. Je crois que j'ai dit le truc, c'est que. Je te laisse continuer ton pavé Ouais, mais révolutionnaire. fais pas la même chose avec tout le monde, quoi. Parce que si tu le dis qu'on t'a déjà dit, t'as déjà eu un avertissement, tu continues. Donc, moi, j'y crois plus, quoi, tu vois. Voilà, tu vois, regarde, ça en fait encore un. Encore un. Si je devais faire une liste de tous les gens qui te détestent, faudrait pas. Non, mais Miko, tu comptes pas, t'es un déchet, toi. Non, non, mais moi ça va, tu vois. Moi je dis, la plupart du temps, je sais qu'il y a des gens qui me détestent, mais pas à ce point, quoi. Parce que t'es un pauvre alcoolo au chômage. Moi, je le déteste pas, ce personnage. Je trouve qu'il a du potentiel, qu'il est intelligent, qu'il est malin. Par contre, effectivement, il est ignorant de pas mal de choses, mais il sait des trucs, donc il est pas complètement ignorant non plus. Donc moi, non, je trouve qu'il a du potentiel, Zeus. Faut le nourrir, faut lui donner plein de trucs à lire. Je suis juste en pleine déchéance. Comme Micor. Non, je rigole. En vrai, Micor, je te troll un peu, hein. Non, t'inquiète. Je suis pas, tu sais, j'étais pas au point d'aller faire un signal gouv. Tu sais, j'en ai pas l'air, mais je suis plutôt sentimental, moi. Putain, t'as un micro de merde. Déjà, c'est insupportable, mais alors là. J'en ai pas l'air, mais je suis un sentimental, tu sais. Oui, bon, je me doute bien, ouais. Avec ta chaussette, remplie de nouilles. Avec ta femme, mais c'est secret, tu vois. Bah, la méthode bretonne, C'est vrai qu'il y en a pas. c'est de mettre une méduse dans la chaussette. Ah, les Bretons, Bien chaud. une sale race. Une méduse morte. Ah, ils me disent mort et des cas à la mi-corps. Ouais, je vais arrêter de te troll parce que. J'ai une histoire de méduse, si vous voulez. Si c'est pour nous parler des méduses omelettes, Alors non, c'est pas les méduses omelettes, mais en gros, c'est l'histoire, c'est un Africain et son petit-fils, donc c'est un vieux et un très jeune, qui marchent au bord de la plage, tu vois, et d'un coup, ils arrivent à un endroit et genre, t'as 1 million de méduses qui sont en train de crever au soleil, qui ont été rejetées par la marée, tu vois. Et
le vieux, il se baisse, tu vois, il ramasse une méduse et il la drop dans l'eau au loin, tu vois. Et le petit, il lui dit, mais ça sert à rien, elles vont toutes crever. Et le vieux, il lui dit, ça sert à rien, mais pour celle-là, ça change tout. Oui, ça me fait penser à... Alors, on attribue à Staline, je ne sais pas si c'est vrai, il avait dit un homme qui meurt, c'est un drame, 10 hommes qui meurent, c'est un accident, 100 hommes qui meurent, c'est un massacre, 1000 hommes qui meurent, c'est une tragédie, et 1 million, c'est une statistique. Alors moi, j'avais une autre version qui était, il aurait dit, lorsqu'un homme meurt, c'est une tragédie, et lorsqu'un homme mort, c'est une tragédie, et lorsqu'un million d'hommes meurent, c'est une statistique. Ouais, puis il avait dit aussi, il suffit qu'il y ait des élections, c'est celui qui compte les voix qui... Non, il suffit que le peuple sache qu'il y a des élections, celui qui décide, c'est celui qui compte les voix. Alors non, moi, il me semblait, parce qu'on n'a peut-être pas le même traducteur, tout simplement, qu'il avait dit, ce qui compte dans une élection, ce n'est pas les électeurs, c'est ceux qui comptent les voix. Ah oui. Oui, c'est pas mal. Et apparemment, il aurait eu comme... Enfin, ça fait penser à une citation de lui, c'est Macron 2022. Non, mais il avait dit aussi, t'envoies la cruche à l'eau, qu'à la fin, il y a de l'eau dans la cruche. En vrai, vous préférez Staline ou Lénine? Marx. En vrai, si je dois choisir Entre les deux, une idéologie d'extrême gauche, c'est plutôt dans le castrisme que j'irais taper. Non, mais genre entre les deux, on va dire, pour vous, quel est... Du coup, en réalité, si tu veux faire cette comparaison, c'est léniniste avec donc du côté léniniste le maoïsme et le stalinisme, et de l'autre côté le trotskisme. C'est là quelle est la grande figure entre les deux grandes familles de communistes. Non, Ce que je trouve drôle, c'est que tu dises que c'est des trucs de gauche. Enfin, genre, what? Non, mais c'est pas grave, je ne parle pas de droite et de gauche, j'ai dit ça par erreur, excusez-moi. Ok. de toute façon, la droite et la gauche, c'est un truc de débile. Genre, c'est vraiment le truc parfait pour bien diviser les gens, tu vois. Celui qui Comme ça, osera me après, dire les que gens, Staline n'est ils s'identifient à la gauche. Tu peux t'identifier à ce que tu veux. Si ça t'aide à te repérer. Enfin, la politique, c'est quand même ultra compliqué. Si c'est résumable par gauche et droite, moi, je trouve ça bien. Dans le sens, t'as plein de gens qui n'ont pas accès. Elle l'est pas. Au minimum, il faut. Moi, au minimum, Je sais qu'il y a des gens qui se sentent de gauche et qui, du coup, Pardon, genre, tu leur donnes la merde, ils disent à gauche. Ce qui est con, c'est que c'est les gens qui se disent de gauche ou de droite d'ailleurs, et qui vont du coup faire leur choix par rapport à leur perception de la gauche et de la droite. Or que, genre, si tu réfléchis un petit peu, il y a personne qui est fondamentalement de gauche ou de droite. On fait tous des choix. Non. Macron, ça n'a rien à voir. de droite, il était Macron, ça n'a rien à voir. gauche, il a un peu de l'un, un peu de l'autre. Au moins, tu vois, comme ça, tout le monde est content. Et voilà, allez hop là. J'essaie de dire un truc intelligent. Rien à voir. Il y a plein de curseurs. Macron, il est particulier. Il est particulier dans le sens que il est surtout libéral. Il est On surtout essaye toujours libéral. perpétuellement de présenter la politique de façon simple parce que c'est dans leur intérêt de pouvoir binariser le débat entre deux partis ou trois partis, parce que ça leur permet de concentrer leurs efforts de contrôle de la sphère politique sur quelques partis. Voilà. C'est dans leur intérêt de diminuer la largeur de votre spectre politique. Et là, je vais vous sortir un mème après où vous allez rigoler. La réalité, c'est que l'ampleur de toutes les idéologies politiques que vous pouvez imaginer n'a pas de limite. En revanche, vous travaillez en 2020 avec les singes disponibles, vos contemporains. Et eux, vous n'allez pas leur faire n'importe quoi. Donc, vos possibilités politiques sont limitées par le fait que vous êtes des contemporains de 2020 et que vous avez sous la main vos contemporains et que vous allez devoir créer une idéologie qui est compatible avec tous ces connards. Et donc, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi. Vous n'allez pouvoir faire que ce qu'ils vont accepter. Une idéologie avec du KFC et Cyril Hanouna.
Moi, je suis plutôt du genre de dire que genre non, genre on peut, c'est important. Enfin, le fait de s'identifier à quelque chose, c'est super important. Mais le fait de s'arrêter à une identification pour faire le tri dans ses propres choix politiques, ça, c'est de la connerie. Dans le sens, par exemple, qu'un parti se dise de gauche ou de droite, je trouve pas ça une connerie en soi parce que ça t'aide. En fait, c'est de la clarté, genre même si maintenant c'est plus trop le cas en France, mais genre ça aide à se repérer dans le prisme politique. Oui, Genre, tu comprends bien que pour faire un programme crédible à vendre à des électeurs, il va falloir que tu mettes de la droite et de la gauche dans ta soupe. Il va falloir un peu de patriotisme, et il va falloir un peu de populisme. bah ça dépend, justement, ça dépend de à quel point ouais, en fait, comment tu vois la politique. Si la politique c'est juste ramasser des voix, effectivement, tu vas devoir piocher dans tout. Et c'est ça qu'en France, ça part en couille pour le moment. Ça, c'est pas la politique, c'est juste un exercice politique. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois bien que même Macron, qui soit il y a quelqu'un libéral, qui veut parler, et je Populisme. le coupe là, mais voilà, parce que je vois que tu regardes pas le chat alors. c'est lequel Atsudi. Ouais, ouais. Appuie, en plus, il a demandé avec une politesse infinie, quoi. C'est pour ça que je me permets de te couper. Bien, la libre antenne à ta toi, tu peux t'exprimer. Des tests C'est la micro, timidité. des réglages. Voilà, j'en étais sûr. Petite gorgée d'eau. De toute façon, moi, je pense sincèrement que Macron, il est bon, il sera un bon président. Mais... Je rigole ou quoi? Comment tu peux dire ça? Réussir un miracle qu'on n'avait pas réussi depuis très longtemps, c'est d'unir les Français. Après, il l'a uni contre lui, ce qui est dommage pour un chef d'État. Mais de fait, il a réussi à nous réunir d'une certaine façon. Franchement, il y a encore beaucoup de gens qui veulent voter pour lui et qui sont. Franchement, j'en connais aucun. La marche pour tous, c'est tout, en fait. Moi, j'en connais beaucoup. La manif pour tous, et c'est tout. Voilà. Alors, tu leur diras de ma part qu'ils sont cons comme des balais. Ouais. Et aussi, ils rentrent dans leur pays pendant qu'on y est. Bah, il a détruit le moindre soupçon de démocratie qui restait en France, mais à part ça. Non, les prolos, les jeunes, les étudiants, beaucoup de gens. Allô? Oui, allô, vas-y. 2 petites secondes, je vous entends pas, juste 2 petites secondes, désolé. Là, je vois que je parle, mais enfin, je vous entends pas. Juste 2 petites secondes. Si, c'est. Vas-y, hein, tapis rouge. Vas-y. Non, je suis pas estonien. Il n'y a jamais eu de blanc aussi poli pour laisser parler quelqu'un ici, donc profites-en. Ce suspense insoutenable. J'attendais là, j'étais. Bon, bah, c'est pas grave. Bon. Moi, je vais en profiter. Ra, moi, j'ai une petite question. À chaque fois que je t'entends intervenir, en fait, tu brasses de l'air. C'est-à-dire que tu parles de philosophie, tu parles de politique, tu parles de trotskisme. Tout à l'heure, c'était l'Inde versus la Chine. Est-ce que tu es un jour capable de parler de quelque chose de concret, quelque chose qui nous touche, plutôt que des idées, en fait, où tu ne parles uniquement d'idées? Tu es peut-être un cerveau dans un bocal, mais tu parles jamais de choses concrètes. Que des idées. Genre récolter des fruits, genre. Il me semble quand même, Panini, au-delà du fait que régulièrement, effectivement, j'ai des discours qui relèvent de l'idéologie politique, qui relèvent des projets de réforme, qui sont effectivement des choses assez peu tangibles, j'ai quand même régulièrement des discours sur la technologie, et là, on est sur des choses très rationnelles. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà tué un animal? Genre pour le bout. Ah ouais, non, mais ouais, ok. Alors, je fais partie des gens, j'ai dépecé une créature de grande taille. Si t'as jamais torturé d'animaux, ben t'es pas un humain, quoi. Genre, allô? Alors, c'est une question qu'on va éviter. Non, torturer, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais oui, j'ai déjà ouvert le. Que le mec qui va à Carrefour pour acheter un morceau de viande, tu vois, déjà. Et oui, j'ai déjà fourré mes mains dans le ventre gluant et chaud d'une créature fraîchement abattue pour tirer les boyaux. Oui, je l'ai fait, bordel de temps.
C'est respectable, franchement, c'est respectable. Autre, il a violé un cadavre d'animal comme les autres. Alors, juste une petite question. Quel est le débat à présent? Bah, apparemment, c'est qu'il faut pouvoir avoir le cran ou je sais pas trop quoi de torturer des animaux pour avoir un avis Non, pas les politique. torturer, les tuer. De tuer. Ouais, ben, enfin, je veux dire dépecer un Ça animal. s'appelle le cycle de la vie, en fait. Le cycle de la Alors vie. moi, Alors, bien sûr, il avait déjà dit la même chose, sauf qu'au lieu de parler d'un animal, il avait parlé d'un Allemand. Mais bon, c'était pas la même époque. Et il y a eu C'est aussi vrai, pareil, ça c'est avec pareil, des hein. juifs. Il y a C'est eu pareil, ça hein. avec, Un Allemand ou une vache, sincèrement, c'est pareil. Hein. ok. Non mais On a MG42 qui demande un communiste, ça compte ou pas? mais moi, je suis pas d'accord dans le fait de torturer un animal pour avoir du cran et un avis politique. Alors oui, il faut avoir un certain courage pour être dans la politique, mais je ne vois pas le rapport avec le fait de tuer des animaux. et c'est quoi le Mais courage qu'il faut pour tuer un animal en fait? C'est quoi le déjà, oui, il n'y a pas pour te un dire. certain courage parce qu'il n'y aura aucune sanction et on peut pas vraiment s'identifier à l'animal. Donc, Ah, c'est pas une fonction, c'est le concret de la vie. Tu vois, dans la vie, je mange de la bien sûr, viande, bien il sûr. faut tuer un animal. C'est Je concret. pense que si on distribue je pense que Ce que vous voulez dire, c'est que, enfin, c'est surtout les personnes de gauche, non, qui ont peur qui ont pas ce courage-là, qui auront pas ce courage-là, non. Et en Après, quoi peut-être c'est je me trompe. courageux? Ben, c'est assumer la vie, parce qu'en soi, l'animal que tu manges, il a été torturé. Ben, autant ne pas être hypocrite et être capable toi-même de tuer un animal, tu vois. Là, tu déformes, tu dis, enfin, en gros, tu disais que c'était du courage. Moi, je te dis en quoi c'est courageux de tacler un handicapé ou de renverser une... Oui, voilà. Parce que, Exactement. parce que toi, tu n'en es pas capable, en fait. Il y a le problème. Tu n'es pas capable de tuer un C'est animal. courageux. C'est pas qu'on n'est pas capable, mais c'est on ne partage pas cet avis. C'est pas une forme de courage de tuer un animal, mais sachant que tu seras c'en pas est. réprimandé et C'en est, que hein. tu t'identifies pas à lui. C'en est, hein. Pour moi, ça n'est pas du Et courage, le faire, c'est une prendre la volonté. parole et oser défendre ses idées. Pardon? C'est vrai que ça salit moins. On est d'accord que ça vient pas du courage ou quoi que ce soit de tuer un animal. Et Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas du courage en soi. Mais c'est une forme de non-hypocrisie, quoi. Tu montres que toi aussi, tu es capable de tuer un animal s'il faut pour manger. Mais c'est pas une forme de courage pour moi. Moi, ça me paraît très symbolique et ça me paraît très ordalique. Donc, je dis pas que ça a pas du sens. Effectivement, moi qui étais à la campagne, on m'a fait effectivement participer à la chasse à 16 ans. Et ça a effectivement un côté ordalique, d'être avec tous les vieux et compagnie. Donc, je suis pas contre. Après, je pense qu'il y a, il y a des gens qui passent leur permis, il y a des gens qui passent le bac, il y a des gens qui vont faire leur stage de 3e avec leur papa sur le site de leur entreprise. Il y a plein de manières de percuter pour la première fois le monde des adultes. Et je pense que, oui, la chasse en est une. Après, il n'y a pas toutes les régions de France dans lesquelles tu peux chasser, donc j'en fais pas mais le comportement, l'épreuve ordalique est obligatoire, mais la chasse n'est qu'une des formes de l'épreuve ordalique. Alors moi j'ai une autre question, on va prendre un autre prisme, c'est en quoi c'est nécessaire? Je veux dire, toi tu as l'air de dire que c'est se raccrocher à la vérité de la vie. En quoi c'est nécessaire de tuer un animal pour vivre aujourd'hui? Je pense pas qu'il voulait le dire à ce niveau-là, mais juste, il voulait le dire dans le fait d'avoir du courage et d'assumer ça. Mais pour moi, c'est pas une forme de courage. Et c'est pas nécessaire. On peut le faire, mais c'est pas nécessaire et c'est ni courageux, selon moi, après. Mais je vais le laisser s'expliquer. Au-delà de la chasse à proprement parler, du fait d'abattre un animal pour le manger, parce que moi j'ai toujours, enfin, toutes les chasses qu'on faisait dans ma région, c'était des chasses vivrières, hein. Il n'y avait pas de gâchis, hein, ça c'est sûr. Et il n'y avait pas souvent des prises d'ailleurs. Mais globalement, c'est pas seulement, après, j'ai pas envie de défendre et de faire un discours de défense de la chasse, j'y ai été 3 fois dans ma vie. Mais globalement, les mecs, ils connaissent les champignons, ils connaissent les chemins, ils entretiennent les chemins aussi, hein, parce qu'ils font du ménage en passant, ils ramassent les canettes, ils font plein de trucs, en fait, les chasseurs. Et même les chasseurs, ils occupent les refuges, parce que les refuges, c'est une activité économique qui est un peu saisonnière. Et les chasseurs, ils sont là à d'autres saisons que les touristes. C'est pas des refuges, c'est des élevages déjà. Deuxièmement, est-ce que tu as déjà vu une forêt plus crade que quand la chasse, la période de la chasse est terminée? Alors, t'as déjà été te promener dans une forêt à la fin de la chasse?
Je connais 2 endroits dans lesquels on a fait de la chasse. Il y en a un endroit qui est montagneux, on est à l'intérieur d'un parc régional et on contribue à la limitation des espèces selon un contrat préfectoral. On est méca encadré quand on n'est pas carrément accompagné par le garde-chasse. Donc il n'y a pas d'embrouille. On ramasse les cartouches, on ramasse tout. On même se dit, il y en a qui ramassaient les canettes qu'ils trouvaient sur le chemin en bas. Donc je me permets. Et après, sinon, dans la région ici, la seule chasse que j'ai fait, je suis d'accord que les mecs ils s'en battaient un peu les couilles, mais néanmoins, il y avait un endroit où ils mettaient toutes leurs saloperies et ils sont partis avec leur sac avec toutes leurs saloperies à la fin. Ra, t'as vu en ce moment, il y a un débat par exemple sur la police, les violences policières. Donc la question c'est est-ce que la police est violente ou pas? Toi, tu fais partie des gens qui pensent que la police est par essence violente, ou tu penses que c'est uniquement quelques policiers? Mais la police en elle-même est pas. Moi, je pense que déjà, si on interprète la loi française de la République, il n'y a pas un policier en France qui ne devrait pas être en cabane. Donc déjà, on va oublier l'idée d'interpréter la loi de la République parce qu'on n'a pas assez de prison, en fait. Donc on oublie l'idée d'appliquer la loi. Je ne demande pas de ton point de vue, je ne demande pas d'idéologie. Moi, de mon point de vue, moi, en fait, je suis partagé entre la volonté générale du peuple qui est de faire une sale purge et mon cœur qui me dit que la plupart de ces gens sont des cons et ne méritent pas ce que les gens veulent leur faire subir. Et donc, j'estime qu'un bon compromis politique, rationnel, c'est une fois qu'on a pu purger un peu la justice et obtenir un certain nombre de juges qui sont fiables, une fois qu'on peut passer tous les gros ripoux à la moulinette pour faire le tri, et ben, si on a des castancières de policiers... T'imagines la taille de la moulinette? T'imagines la taille de la moulinette? Là, on est dans le... Oui, oui, j'imagine parfaitement la taille de la moulinette et effectivement, c'est une opération complexe qui implique des milliers de fonctionnaires, j'en suis conscient. Ce que je veux te dire, c'est qu'il est nécessaire de d'écarter, en gros, déjà d'une, il ne faut pas procéder de manière arbitraire. Et pour ne pas procéder de manière arbitraire, il faut pouvoir s'appuyer sur une justice. Donc de base, on aura besoin d'une justice. Donc de base, les réformes de la justice précèdent les réformes de la police. Déjà. Non, mais pars pas trop loin, s'il te plaît. Pars pas trop loin. Je faisais ça par rapport à la discussion de la chasse. Parce que moi, j'ai le point de vue d'un grand groupe de personnes un petit peu bobos sur Internet. On pense que les chasseurs sont un peu tous les mêmes. Et je fais le parallèle avec les policiers. C'est-à-dire que notre point de vue, c'est que les chasseurs, c'est des viandards, c'est des alcooliques. Quand ils vont, pour moi, c'est même eux qui posent les canettes, qui laissent les canettes et tout. Enfin, moi, pour connaître des gens dans ma famille qui sont un petit peu du côté gitan, manouche, qui vont beaucoup braconner, ce genre de choses, je sais vraiment la chasse, ce que c'est en fait. Qui c'est qui va. Et non, mais attends, je termine. Toi, tu apportes ton point de vue en disant, moi, je connais 2-3 personnes qui entretiennent les chemins, les refuges, etc. Tu fais exactement la même chose que pour les policiers, en fait. Sauf que les policiers, tu fais l'inverse parce que tu dis, moi, les policiers, c'est de la merde, sauf 2 ou 3. Et pour la chasse, tu dis, non, tous les chasseurs sont bons, sauf 2 ou 3. Tu fais complètement l'inverse. Alors, moi, je n'ai absolument pas dit à aucun moment, et je te rappelle au début du discours, enregistrement à l'appui, j'ai dit, je ne veux pas défendre la cause de la chasse parce que je m'en bats les couilles et que j'y ai été 3 fois. Donc, de base, ne fais pas de moi un défenseur des chasseurs, je m'en bats les couilles de la vie des chasseurs. Non, mais les seuls exemples que tu as donnés, c'était des bons chasseurs. Ben, je suis désolé, mais moi, j'ai rencontré, alors c'est pas 2-3 personnes, j'ai été 3 fois à la chasse, 2 fois avec un groupe et 1 fois avec un autre groupe. Le premier groupe, je te jure qu'ils étaient complètement exemplaires et la raison pour laquelle ils étaient exemplaires, c'est qu'ils avaient les gardes-chasse sur le cul parce que c'était le seul club de chasse de la région et qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'il n'y a qu'un seul refuge parce que l'endroit où on est comme ça. C'est pas représentatif ton avis. Je vais dire ton avis, excuse-moi pour parler vulgairement. Et donc, la police n'est pas violente parce que moi j'ai été arrêté par les gendarmes de Bled pour un contrôle d'alcoolémie, ça s'est bien passé, ils sont sympas. Moi personnellement, je trouve que c'est le contexte social qui favorise ou défavorise les violences policières. Si on entretient un respect vis-à-vis de la police, je ne pense pas qu'elle sera violente. Mais si on entretient des insultes, des menaces, alors c'est normal que certains policiers... Ils sont impardonnables, bordel. Moi, je veux bien faire tous les efforts du monde et je suis prêt à tous les tests intellectuels et politiques que vous voulez, mais il y a un moment ou un autre, la vérité, c'est qu'ils ont massacré des milliers de gens à travers le pays, qu'ils ont incarcéré illégalement des centaines de personnes, qu'il y a des tas de gens qui passent des journées, des 2 jours et des 3 jours en prison sous la juridiction de 3 ou 4 flics au procédé à l'arrestation. Je vais tirer le parallèle avec les victimes de la chasse, c'est la même. Laisse-moi finir ma putain de tirade. Dans la loi de la République, tous les gens qui ont incarcéré un mec et que le mec a été ensuite relâché sans charge, et il y en a des milliers et des milliers, tous les policiers, les 4 policiers de l'équipe, le sergent, le mec qui a fait la garde, tous ces gens-là, ils devraient prendre 7 ans de prison, c'est dans la loi de la République. Et pourtant, ils ne tombent jamais.
pourquoi prendre 7 ans? Oula. La détention illégale de courte durée, la jurisprudence, elle est sur 7 ans. Mais Alors, c'est 30 quand c'est quelqu'un qui est en charge d'une mission de service public. C'est quoi que tu le reproches exactement? Voilà, et même là, on est dans le cas extrême qui ne se produise jamais, c'est-à-dire quand un policier va jusqu'au bout d'un faux témoignage menant une personne en prison, qui est maintenue en prison pendant je ne sais plus combien de temps, là où effectivement il y a une peine très grave qui est prévue. Mais ce cas ne se produit pratiquement jamais. Le cas qui se produit le plus souvent de l'arrestation illégale, c'est quand on te garde 24 heures ou 48 heures en garde à vue pour finalement te relaxer avec aucune charge. Normalement, si on suit la loi de la République, tous les gens qui, de près ou de loin, étaient au courant de ce qui s'est passé devraient aller en cabane pour 7 ans. Donc, moi, je vais dire c'est la même chose pour les chasseurs. Parce que moi, je suis contre la prison. C'est-à-dire que le nombre... Attendez, je termine parce qu'on parlait de chasse politique. Moi, je veux dire, les actes de cruauté sur les animaux sont interdits et que tu as énormément d'animaux qui sont tués, du coup, c'est illégal. Au nom de quoi tu veux interdire la chasse, en fait? Le problème, c'est qu'on a autorisé tout le monde à chasser en 1789, et ça a été une erreur. Parce que la chasse, historiquement, c'est un sport de noble, et c'est pas n'importe qui chasse. Voilà. Tu confonds. Ce que tu reproches aux chasseurs, c'est pas ce que tu reproches aux chasseurs, c'est ce que tu reproches complètement aux con braconniers. ce que tu dis. Il n'y a pas que les nobles qui chassent. La chasse à courre, ouais, peut-être, parce qu'il faut quand même. Historiquement, mais le Pégus du coin, t'inquiète, il a le droit de chasser. Hein, ça coûte pas cher de chasser. Bah non. Oui, mais c'est interdit. Pendant des siècles, la chasse était interdite. Je veux dire, si tu vas avoir des contacts sociaux avec les Pégus du coin, bah, t'es obligé de les chasser, tu vois. Sinon, tu restes tout seul, quoi. Ça relève des choses que les réalités modernes et les nostalgiques de la royauté oublient, c'est qu'effectivement, c'était des tyrans au point qu'ils interdisaient aux gens de chasser. Et effectivement, pour pouvoir chasser, fallait un droit, fallait un permis, fallait tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'est pareil. Hein. On est dans des systèmes très oppressifs qui contrôlent méticuleusement le territoire et qui contrôlent méticuleusement les ressources publiques. Et il n'y a que ceux qui sont dans les bonnes grâces du dirigeant qui ont le droit d'accéder aux ressources publiques. Et c'est pareil aujourd'hui. Tu n'ouvres pas un club de chasse comme ça, hein, si tu n'es pas dans les petits papiers du préfet. D'ailleurs, toi qui de toute façon, moi je considère c'est une erreur. Robert Bidochon à 62 QI, c'est une erreur de le lâcher dans la nature avec un fusil. Oui, non, mais voilà, mais justement, il y avait un truc là, je sais pas si c'est passé. Il voulait filer le pouvoir des gardes-chasse, pas des gardes-chasse, des gardes champêtres. Parce que ça, en gros, c'est ni plus ni moins qu'un flic hein, dans la campagne. Et en fait, il voulait filer ça à des chasseurs. Alors, je te dis pas que tous les chasseurs auraient pu être gardes champêtres, mais ils voulaient filer ça à certains trucs, quoi. Je sais pas si c'est passé. Et je sais qu'ils sont en train, justement, il y avait un truc avec les gardes champêtres qui allait changer. Du coup, ça s'intègre dans un délire, c'est qu'il y a un moment, les tarés là-haut, ils ont cru qu'ils allaient passer en mode nazi complet, et qui voulaient embaucher des auxiliaires de police anti-Covid, des auxiliaires, en gros, ils voulaient décharger les effectifs, ils voulaient embaucher plein de civils en mode semi-bénévole, payer 800 boules pour faire des tâches de keuf dans leur délire utopique, dans leur délire dystopique. Mais ça, justement, tout ça, ça a dégonflé, parce qu'ils ont dû se prendre une ou deux balayettes là-haut. Mais oui, à un moment, ils s'étaient partis complètement en couille et ils voulaient donner des pouvoirs de police à qui mieux. Oui, voilà. Par contre, attends, parce qu'il y a un mec qui a dit le pouvoir est oppressif, il interdisait aux gens de chasser. En fait, pour chasser, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une arme. Une arme, je dirais, depuis même au Moyen-Âge, c'est pas n'importe qui avait une arme. Et pareil aujourd'hui, on va pas autoriser n'importe qui à chasser. C'est pas parce que. T'as juste un permis de chasse, et il faut juste un casier qui se rempli. Est-ce que tu sais ce qu'est un collet? Est-ce que tu sais ce qu'est un collet? C'est quoi un collet? Tu sais pas ce qu'est un collet? C'est quand un collier, donc ça fait très mal et ça tue. C'est un piège très classique et très simple à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que la chasse au piège est à portée de quelqu'un qui n'a pas d'épée, qui n'a pas de lance, qui n'a pas d'arc, qui n'a pas d'arbalète, qui n'a pas de fusil. La chasse au piège, quand on parle de la chasse, d'ailleurs, en principe, c'est interdit, mais moi j'ai vu un magasin de Terre et Eau. Chez Terre et Eau, ils en vendaient des collets en métal. Alors que c'est totalement illégal. Et des trucs sans arrêtoire en plus. On parlait du sport, la chasse. La chasse que je sache, ça se fait pas avec des collets, ça se fait avec des armes quand même. Alors non, Yada, là, s'il te plaît, arrête-toi 2 secondes, mets-toi dans ton canapé et écoute tranquillement ce que je vais te dire. Il existe 50 techniques de chasse qui utilisent des pièges. Tu peux te renseigner sur la chasse au piège. Il existe 50 techniques de chasse qui consistent à fatiguer l'animal en lui courant après et en l'épuisant pour pouvoir le capturer ensuite.
toutes les chasses n'impliquent pas des armes. Il y a beaucoup de chasses qui se font à main nue, il y a beaucoup de chasses qui se font avec des pièges improvisés, il y a beaucoup de chasses qui se font par aménagement du territoire. Non, les armes ne sont pas indispensables pour chasser, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de formes de chasse qui sont à l'embuscade, la chasse à courre, etc., qui impliquent des armes. Et les armes ne sont pas indispensables pour chasser. Mais du coup, c'est quoi le problème que n'importe qui ne puisse pas chasser, en fait? En fait, moi, je trouve ça, enfin, excuse-moi, mais je trouve pas ça choquant que qu'on dise à des gens, toi, fils de pute, tu ne veux pas chasser. C'est normal, en fait. C'est évident. En gros, le maniement des armes soit réglementé, que le maniement des armes, et en particulier des armes technologiques, soit réglementé, qu'effectivement, on n'autorise pas, même si là, j'ai l'impression que l'État part complètement en couille, et qu'on emmerde les gens pour les armes blanches, parce qu'il y a tellement d'imbéciles dans ce pays qu'on est obligé de les emmerder pour les armes blanches, sinon ils se planteraient régulièrement. Donc, toutes ces conneries-là, je veux dire, c'est une chose, mais il y a un moment ou un autre, normalement, et c'est encore le cas dans certaines communes qui ont été préservées de toute la folie, par exemple, le ramassage du bois ou la cueillette des champignons, et donc tu vas voir la mairie, et il y a un jour où c'est organisé, et donc il y a un partage des ressources municipales qui est raisonnable avec des parcelles, ou ce genre de choses. Et pareil pour les quotas de chasse, normalement, les quotas de chasse sont répartis à peu près correctement dans les différentes régions en fonction des besoins, différents clubs de chasse et compagnie. Donc normalement, si tu veux, il devrait pouvoir y avoir une approche beaucoup plus raisonnable, beaucoup moins normative et beaucoup moins totalitaire que la nôtre, qui serait beaucoup plus à l'échelon municipal qu'à l'échelon national, et où, je suis désolé, mais les chasseurs à l'arc, ok, ils peuvent blesser des gens, ils sont cons, etc., il y a plein de choses à faire. Après, je te rappelle quand même qu'il y a des directions de tir, et qu'il y a des cartes, et qu'il y a des habitudes, et que les clubs de chasse se connaissent, et on a des talkie-walkie. Donc, se tirer dessus, il faut vraiment être con. Je veux dire, il y a un moment ou l'autre, on chasse ensemble avec des talkie-walkie. Oui, mais non, d'accord, même le mec qui chasse au collet ou je sais pas quoi, il peut mettre son piège n'importe où et blesser un mec qui fait de la randonnée ou peu importe. Mais c'est pour ça, et c'est pour ça que quand on installe un piège à ours, à l'époque où on utilisait des pièges à ours ou des pièges à loups, il y a une manière d'indiquer sur les arbres aux alentours que tu as placé un piège à cet endroit et qu'un humain doit se méfier d'une manière qu'un humain peut comprendre, genre un symbole, une lettre, alors qu'un ours ou un loup ne va pas comprendre. Mais on est d'accord qu'il y a un mec qui est pas formé qui achète son piège je sais pas où et qui va chasser, il est pas au courant qu'il y a une façon de... C'est pour ça que chasser avec un piège c'est dangereux, grave et sérieux et que ça ne se fait pas à la légère et que généralement avec des pièges on a tendance plutôt à chasser des petits animaux, des pièges de petite taille qui peuvent pas, tu vas prendre un orteil dedans. On en revient en fait qu'il faut pas autoriser n'importe qui à chasser. Tu peux faire, t'imagines un collet pour le sanglier. Moi, j'estime qu'il est raisonnable, étant donné que les différents animaux ont des territoires de taille différentes. C'est-à-dire, quand tu vas considérer la chasse au sanglier, il faut que tu le fasses au niveau régional. Quand tu vas considérer la chasse au lapin, tu peux le faire au niveau municipal parce que les populations ne sont pas ravalées. Ça dépend des animaux qu'on va considérer. Mais qu'on ait des quotas de chasse, dans la mesure où nous sommes nombreux, nous occupons les territoires de façon dense, et donc nous ne devons pas chasser à tir-larigot, sinon on extermine alors qu'on ne veut pas exterminer. Ou parfois on veut exterminer. Mais il y a les écolos qui veulent repeupler. Enfin, peu importe. À un moment ou à l'autre, c'est normal qu'on ait une gestion des quotas. Par contre, c'est pas normal, encore moins dans l'Europe médiévale où c'était réservé par caste, mais c'est pas normal aujourd'hui que le copinage entre certains clubs de chasse et les préfets dépasse en fait les prérogatives municipales, les prérogatives régionales. Il y a un moment ou un autre, je suis désolé, ce sont des ressources communes qui sont sur des espaces qui sont collectifs, des espaces qui appartiennent soit à la région, soit à la commune, soit à la nation. Et ça, les ressources de ces espaces-là ne devraient pas être privatisées par les amis du préfet. Non, mais attends, c'est pas au préfet. Normalement, le droit de chasse. Excuse-moi, mais attends, on peut à la limite, si tu veux, partager les gains liés à la chasse. Mais la chasse, elle, doit rester. Si tu veux, à la limite, on n'autorise pas tout le monde, juste certaines personnes à chasser. Mais à ce moment-là, les ressources qui vont gagner des gains de la chasse vont être à ce moment-là distribuées. Mais chasser, il faut pas laisser n'importe qui chasser. C'est tout ce que je dis. Après, quant aux ressources, etc. Oui. Je suis pas opposé au permis de chasse. Par contre, attends, moi, en fait, pour moi, j'ai pas véritablement besoin d'un permis de chasse, même si on peut avoir effectivement des écoles, des gens qui font ça de manière très professionnelle, en conservant des traditions, etc. Pour moi, il y a largement assez de connaissances dans la nature et à la base, la chasse, c'est quand même une des propriétés de base de l'être humain. On sait plus ou moins faire ça instinctivement. Donc, il y a un moment ou un autre, moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des ports d'armes. D'ailleurs, moi, je suis pas du tout favorable à ce qu'il y ait des armes partout dans la nature. Hein, donc, pour moi, le concept du casier de maintien des armes, là, le fait que les chasseurs doivent déposer entre deux sorties les armes dans un casier fort avec une vraie clé, etc., une vraie serrure, ou alors à la gendarmerie s'ils n'ont pas les moyens, s'ils ne sont pas assez nombreux, etc. Moi, je suis complètement pour qu'il n'y ait pas d'armes qui dorment dans les maisons. Hein. Ça, c'est pas du tout un problème pour moi. Tu sais comment ça marche en Corée du Sud. Hein. En Corée du Sud, les armes sont déposées au commissariat, tu vas chasser, tu la prends le matin, et si tu ne l'as pas ramené le soir, eh ben, tu es déclaré fugitif armé, ils ont le droit de t'arrêter, voire de te neutraliser.
Alors, moi, j'irais peut-être pas jusqu'à déclarer les gens fugitifs armés au bout de 24 heures, mais le fait est que sur le principe, j'aimerais beaucoup que les armes, effectivement, dorment au commissariat. Parce que le truc, c'est qu'on part sur un faux débat. Ça a été une erreur d'autoriser tout le monde à chasser en 1789. Normalement, le droit de chasse est un droit seigneurial, point barre. Non, mais alors là, par contre, je sais pas c'est qui le connard qui vient de dire ça, mais en fait, je rentrerai jamais dans son connard, mon pote. Jamais. Donc, c'est même pas au préfet de décider. C'est un droit qui allait avec la propriété de la terre, c'est tout. Et alors là, par contre, au sens de propriété, on est d'accord sur un truc, c'est-à-dire que vu que la forêt dominale, et la plupart du temps dans laquelle on chasse, mais parfois on chasse également pour réguler les espèces dans les parcs nationaux, donc généralement on est sur de la terre de la commune, de la terre de la région, de la terre de l'État. Faux. Vas-y, on peut chasser sur des terres privées, mais c'est pas le plus souvent. Le plus souvent, on chasse dans la forêt dominale. Toujours. Non, mais en fait, même, en fait aussi, pour 1789, c'était des terres qui appartenaient à quelqu'un. Ça a été volé après, mais normalement. Mais on a quelqu'un qui est favorable à l'héritage des titres et des propriétés ici. Ah oui, évidemment. Tu veux hériter ça à qui? À l'État? Tu veux donner tes propriétés à l'État quand tu meurs, une fois mort. Frérot, il faut des mutes. Ah, mais moi, je vais plus loin, je suis même pour le rétablissement du servage, moi, carrément. C'est. Mais par contre, vous pouvez des mutes Sunlord ou pas? Parce que. Non, c'est moi qui ai rompu les communications, en fait, avec comment on les appelle? On les appelle les restaurateurs, c'est ça? Ceux qui veulent restaurer la monarchie. Ah non, surtout pas la monarchie, c'était une erreur, c'était une grave erreur, la monarchie. Juste, tu peux nous dire, Sunlord, toi, tu es contre le principe d'héritage, en gros. Moi, je suis pas contre l'héritage des prolos. La maison de famille, j'ai bien l'intention qu'elle parte dans ma famille. Là où ça me pose un problème, c'est l'héritage des fonctions sociales. Et là où véritablement je vais vraiment faire la guerre et je vais vraiment sortir les grosses armes, c'est si effectivement, et d'ailleurs ça commence à me poser de plus en plus de problèmes dans ma société parce qu'il y a effectivement certains postes, alors ce sont des postes secondaires, ce sont des postes du divertissement, ce sont des postes des big media et compagnie, mais qui sont héréditaires. Et le fait que justement on ait instauré un monde de mégacorp alors qu'avant on était dans un monde capitaliste, fait que de plus en plus une mégacorp, ça ressemble à une seigneurie. Parce qu'effectivement, il y a généralement le même ou des affaires claniques et compagnie. Et oui, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui veille à ce que, bien sûr que tu dois transmettre un certain nombre de biens, notamment la résidence et la terre, à tes descendants, mais je me rends compte aussi que dans les cas extrêmes, ça commence à ressembler dangereusement à de la seigneurie, à des gens qui se transmettent non pas un patrimoine pour qu'une personne puisse vivre, mais un patrimoine pour qu'ils puissent dominer et que leur domination puisse se perpétuer de génération en génération. Pour moi, les commandants, les chefs, doivent être issus de la masse, et pour avoir la légitimité du commandement, tu dois avoir, alors le droit de conquête peut être négocié dans certains cas, mais le plus souvent, l'acclamation ou l'élection fera l'affaire, mais clairement, un mec qui débarque en me disant « mon père était ceci, donc je suis ceci », balle dans la tête. Mais non, mais ça, évidemment, ça, je n'ai pas dit ça, mais je te demande, je sais pas, par exemple, admettons, tu as une grande société, tu partirais toi, dans ton utopie, du principe que, admettons, tu es patron de Total, et tu meurs, tu partirais du principe que Total et donc tes parts de la société, ils vont chez tes enfants ou plutôt à l'État? C'est la simple question. Alors, moi, je suis dans une situation où on a un système de fiscalité, un système, alors la jolie phrase qui va bien, c'est la répartition des bénéfices de l'entreprise. À partir du moment où on est dans un système de fiscalité avec une répartition des bénéfices de l'entreprise qui est correcte, actuellement, en gros, ça paraît étrange de dire une chose pareille. Toi, tu vas me dire, mais c'est impossible, etc. Il y a des entreprises américaines qui ont testé le modèle, a priori, il fonctionne. L'idée étant que là, on se retrouve avec des salariés de base qui sont à 8000 boules, un coup. On se retrouve avec des cadres qui, au lieu de toucher 350 000 euros, touchent 30 000 euros. Donc, on est dans un système complètement différent de rémunération. Et on est aussi dans un système, moi, je suis dans un système non usurier. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des prêts, des emprunts et de la rémunération, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas dans un système usurier. C'est-à-dire que tu ne peux pas dormir dans ton lit et gagner de l'argent. C'est pas possible. Si tu veux gagner de l'argent, tu es un gestionnaire de l'argent. Donc, je pense qu'on est dans un contexte, si tu veux, on est dans un contexte usurier. On est dans un contexte où le problème que tu soulèves, le problème d'une personne qui aurait un héritage trop important, qui risquerait de déstabiliser l'échelonnement du pouvoir, cette situation ne se produit plus une fois que tu as un système fiscal et une répartition des bénéfices de l'entreprise qui est correcte. Par contre, il y a un moment qu'il faut affronter, c'est les gros cochons, les empires, on les a là maintenant. Comment est-ce qu'on passe d'un système où on a des gros cochons
à un système où on n'en a plus et où il y a une répartition des bénéfices qui est un peu plus objective à l'intérieur de l'entreprise. Comment le faire sans déclencher une révolution bourgeoise? Eh ben, une des manières de le faire, c'est comme l'ont fait les rois, et là ça va peut-être vous plaire ce qu'on sait référence-là, comme l'ont fait les rois à une époque et comme l'ont fait les seigneurs sous eux, c'est quand tu as un sou de chez toi qui commence à devenir un peu gros et qui commence à représenter un tiers ou la moitié de ton royaume, plutôt que de lui faire la guerre pour partitionner son territoire, ce que tu fais, c'est que tu vas lui ordonner, au moment de sa mort, de faire un partage salique. Et ça, ce mécanisme-là adapté au capitalisme et adapté à l'économie de marché, ça voudrait dire que si monsieur, je sais pas quoi, on va prendre un mec riche, Bernard Arnault, si je décide de faire cette réforme-là et que je ne veux pas brutaliser les bourgeois et que je ne veux pas qu'ils fassent une révolte, je leur dis, tu gardes ta fortune, Bernard, mais quand tu feras ton héritage, il faudra que tu répartisses ton héritage dans un nombre de membres suffisamment conséquent de ta famille pour que ça dépasse pas un nombre technocratiquement défini à j'en sais rien combien de millions. De sorte à ce que je n'ai pas besoin de faire la guerre à Bernard Arnault. Par contre, il faut que Bernard Arnault réfléchisse à la manière dont son empire va pouvoir continuer, mais sous la forme d'un cartel, avec une répartition des bénéfices plus harmonieuse à l'intérieur, et pas sous la forme d'un empire. Et donc, la question que je pose, c'est LVMH, comment est-ce que ça reste une société compétitive quand il y a 500 personnes qui ont chacune une petite partie de LVMH qui te disent non, mais moi je veux qu'on ne va pas dans cette direction, et moi je veux qu'on va dans cette direction, et moi je veux. Comment on fait? Ce sont des problématiques de direction collégiale, ce sont des problématiques parlementaires, et je pense que notre société, que ce soit du point de vue étatique ou que ce soit du point de vue même managérial avec les équipes, les organisateurs et compagnie, ou que ce soit le point de vue patronal, etc., ou les conseils d'administration, enfin je veux dire, notre société, elle a une énorme culture du compromis économique et du compromis contractuel. Elle a une énorme base de droits, de contrats et de droits des affaires. On va s'en sortir. Ça, c'est une chose. Non, bah non, je suis désolé. Tu regardes les. On va prendre le cas d'LVMH, mais il y a. Je ne vois pas quel cas tu peux pas gérer. Je veux dire, avec tout le droit qu'on a, tous les types de contrats qu'on a, toutes les modalités d'organisation et de statut qu'on a, tu vas pas réussir à t'en sortir. Mais c'est pas la question que je te pose. C'est comment est-ce que LVMH reste une société compétitive quand la société est dissoute? Parce que c'est ce que tu nous dis. C'est si jamais chacun prend une petite partie de LVMH. Mais alors, elle n'est pas dissoute. Elle n'est pas dissoute. Regarde. Alors, prenons avec LVMH, puisque LVMH a l'air de te plaire. Ce que je te dis, c'est que, au lieu d'avoir un héritage traditionnel de concentration du patrimoine, c'est-à-dire, je donne autant que la loi me le permet à mon héritier principal, optimisation fiscale à suivre avec diversité dans les pays et compagnie, ça c'est un autre problème encore. Je donne ensuite les parts d'héritage obligataires restantes à mes autres héritiers directs tels que le prévoit la loi. Ce qui signifie que avant j'avais un gros riche, maintenant j'ai un gros riche qui a perdu 3%, on va dire, et j'ai deux petits capitaux de riches de base, on va dire, qui sont apparus. Moi, ce que je veux, c'est dire, cette législation-là, moi, je vais pas augmenter les taxes sur la succession ou quoi que ce soit, je vais dire, toi, Bernard Arnault, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu n'es pas le contribuable lambda qui a une maison et 2 enfants. Toi, Bernard Arnault, tu es à la tête d'un empire. Et donc, pour pouvoir distribuer ton empire, démanteler ton empire sans le détruire pour pouvoir le faire basculer en mode cartel et sans foutre la merde dans la société avec tous les employés qui vont être virés derrière et compagnie sans faire de la destruction de marché, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas rédiger ton testament, au lieu d'avoir ton héritier principal et ta concentration du patrimoine et tes 2 héritiers secondaires, tu vas aller taper dans les cousins, dans les frères, dans les tantes, dans les cadres de tes entreprises, dans les mecs avec qui tu as travaillé toute ta vie, dans tes amis, j'en ai rien à faire. Et tu vas me trouver, laisse-moi finir juste, j'en ai pas pour longtemps, tu vas me trouver suffisamment d'héritiers pour que chaque héritier reçoive une part qui correspond à moins que le montant technocratiquement défini. Et par exemple, tu as parlé des actions de la société LVMH, et bien par exemple, si l'ensemble des actions de la société LVMH représente 20 millions d'euros, par exemple, et ben vu que, il peut choisir de les concentrer s'il a le quota maximal c'est 33 par exemple, et de donner d'autres propriétés à d'autres. Mais la logique voudrait, en tout cas moi ce serait ma logique, mais ce serait pas forcément la sienne, qu'il partage ces parts-là entre ses 6 héritiers principaux, ses enfants directs et ses neveux et nièces, et que du coup les parts de LVMH restent, il y a toujours le clan LVMH qui tient le patrimoine. Mais j'ai augmenté le nombre de cerveaux par euro, j'ai augmenté la quantité de gestionnaires de patrimoine impliqués personnellement. Et c'est ce que je voulais faire. Je me demande où est la rémunération du risque. Moi, je suis un entrepreneur. Si on veut pousser, parce que finalement, c'est ce que tu demandes, ce que tu veux, ça va foncièrement repousser les gens à se battre. Parce que moi, j'ai envie de donner à mes enfants, j'ai pas envie de donner à mon oncle, j'ai pas envie de donner à ma tante, j'ai pas envie de donner à mon cousin. Donc, le type là de LVMH,
tu veux que tu continues à les faire pousser, à stimuler à simuler l'entrepreneuriat, quand tu dis, ouais, finalement, attends, t'as fait toute ta vie pour des gens que ça se trouve, t'as pas envie de leur donner de l'argent, alors que finalement, qui des gens qui sont très riches, comme Bernard Arnault, est-ce que ça pose On parle pas du capital de ta boîte, là, on parle de Bernard Arnault, donc c'est un autre type de capital quand même. Oui, d'accord. T'as quand même remarqué qu'à aucun moment. Il est arrivé à un niveau, tu vois, où il peut étaler entre 10 personnes, les 10 personnes, elles sont quand même archi bien. Est-ce qu'il en vit T'as quand même compris que à aucun moment je m'en étais pris à l'héritage des prolos et que l'héritage des riches, j'avais pas l'intention de le détruire, ou de le nationaliser ou de le capitaliser, mais que j'avais l'intention de forcer le passage dans un mode clanique, forcer le passage dans un mode collégial. Ce que je veux juste, c'est qu'à la place d'avoir un Bernard Arnault, j'ai 40 Bernard Arnault qui gèrent la fortune de Arnault parce que j'estime qu'elle sera beaucoup mieux gérée. D'accord, mais le problème, c'est que quand Bernard Arnault va mourir et admettons, on tue son système, le problème, c'est qu'on va donner des responsabilités à des gens qui ne le méritent pas. Et des gens qui ne sont pas qualifiés mais de toute façon, c'est-à-dire que tu vas donner des actions. Ada, s'il te plaît, écoute-moi 2 secondes et arrête ton chat. Comment tu peux oser dire ça? Comment tu peux oser dire ça? Je veux dire, c'est n'importe quoi. Frérot, c'est une heure et demie. Est-ce que je peux finir? Mais mec, est-ce que je peux finir? Parce que ça fait une heure et demie, frérot. Est-ce que tu te rends compte de l'ampleur de ta connerie quand tu dis une chose pareille ou faut que je l'explique vraiment? Frérot, tu parles. Est-ce qu'on a le droit de parler ou pas? Ou il n'y a que toi en fait? Dis-nous si c'est un monologue, frère. Je dis juste que ce que tu dis, c'est qu'on va donner à des gens, tu dis à 40 Bernard Arnault, à 40 personnes. Ça se trouve, tu veux pas la corriger? Pas qualifié. Attends, ça se voit, les gens ils sont pas qualifiés pour. C'est-à-dire que tu vas donner des actions, tu vas donner du pouvoir à des gens qui ne le méritent pas, qui ne le méritent foncièrement pas. Actuellement, ça se trouve, c'est le bordel. Mais pourquoi tu reviens? Enfin, là, ok, je comprends ton argument, je l'admets, tu as raison, mais tu as aussi raison dans l'autre cas. Et c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi tu te rends pas compte à quel point cet argument il a aucun sens, parce que les deux situations qu'on est en train de comparer, c'est le même cas. Ce que je veux dire, c'est que dans un cas, tu vas avoir un type incompétent, tiré par le destin, un premier héritier, qui n'est pas forcément un bon gestionnaire, qui n'est pas forcément digne de gérer un empire, et qui va nécessairement devoir s'appuyer sur des employés pour le gérer. Et d'un autre côté, au lieu d'en avoir un seul, tu en auras 40. La probabilité pour que parmi les 40, il y en ait un bon, est-ce qu'elle n'est pas meilleure que parmi un seul? C'est vraiment fou, parce que le type de Bernard Arnault, quand il sait que son fils sera le prochain héritier, il se dit, ok, Coco, je vais t'expliquer comment ça marche le métier. Le petit, quand même, malgré que ça peut être un couillon, je veux dire, ça peut être un couillon, il est souvent formé. Il est mieux formé qu'un mec qui n'a rien à voir, qui est un bête employé, ou le cousin éloigné, qui va hériter de quelque chose. Donc, t'es un dangereux malade, mec, toi. Toi, en fait, t'es un corporatiste, t'es pro-corporation, pro-caste. Corporatiste, sataniste aussi, vas-y, continue. Non, t'es pas, pour l'instant, on est que dans des vices de la vieille aristocratie. Toi, t'es quelqu'un qui a lu trop de livres sur l'époque des rois, trop de livres romancés, en fait. S'il te plaît, moins d'arguments sur oui, gna, tu es comme ça, juste. Non, mais attends. T'étais en train de me brosser le tableau de qui élève son fils comme apprenti et qui donc il est compétent. Mais je veux dire, tous les tarés du monde, tous les incapables du monde sont des fils d'eux, bordel de merde. D'accord. Donc tous les fils d'eux, mais je suis désolé, mais tu fais dans quel monde, mon pote? Donc t'es en train de me dire qu'un mec. Si tu veux avoir un bon gestionnaire, et c'est d'ailleurs ce que font les fils d'eux. Même les fils d'eux, tu vois, ils sont pas si cons que ça. Les fils d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas le talent pour pouvoir gérer des entreprises qui ont été créées par des hommes vraiment talentueux. Ils le savent, et c'est pour ça qu'ils embauchent des gestionnaires qui sortent de grandes écoles à leur place. Excuse-moi, mais le fils d'eux est tout aussi légitime que le mec qui n'a rien fait et qui hérite d'une action parce que c'est le grand cousin. Donc moi, personnellement, entre la peste et le choléra, je préfère... c'est entre la peste et le choléra. On va choisir le choléra, c'est-à-dire qu'on va répartir les risques et que plutôt que d'avoir des empires gérés par des incapables, on aura des petits bouts d'empire en forme collégiale avec quand même du contrôle collectif. Mais en fait, c'est un truc de... Juste parce qu'il y a le principe que les empires sont quelque chose de stable, d'établi. En fait, dans ta tête, tu crois qu'on est encore à l'époque de Charlemagne. Frérot, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand le petit, il va essayer d'LVMH, s'il fait de la merde, LVMH n'existe pas. Il y a une société. Le mec, je je vais pas faire ça. Il y a une société. C'est bizarre. Attends, on va juste faire une tirade, après on va voir si on est sur la même planète ou pas. Sur cette planète, là, par exemple, il y a un empire qui est bien connu. Donc, une tirade, après tu me dis. C'est juste pour savoir si on est sur la même planète ou pas. La tête dernière, c'est grave. Je finis ce que je dis. C'est que le mec qui va hériter d'LVMH, s'il n'est pas compétent, effectivement, écoute, ce qui va se passer, c'est que LVMH, ça n'existe plus. Là, on n'a plus de société française qui brille internationale, et puis c'est tout. Et puis, ça, il n'y a pas de. Tu sais pas ce qu'est un homme drapeau, tu sais pas ce qu'est une grande fortune. Tu sais pas. Attends, laisse-moi 2 secondes. Tu sais pas ce qu'est un homme drapeau?
tu sais pas ce qu'est une grande fortune, tu sais pas ce qu'est un empire économique, tu sais pas toutes ces choses-là? Non, mais excuse-moi, mais là, tu me parles de LVMH. Je t'ai dit que si une société est mal gérée, elle disparaît, c'est tout. C'est la base du capitaliste. Non, c'est pas. Alors, attends, mais toi, putain, j'ai compris le vice. Ah, ok, toi, tu crois à la loi du marché, à la main invisible du marché, à l'autogestion, à l'autorégulation. Bien sûr, pourquoi? Toi, t'es dans cette école-là. Donc, tu crois aux lois du marché. Tu crois pas que la main invisible du marché, c'est les investissements massifs des États, des banques et des particuliers. Tu crois pas que c'est les gens qui disent le marché. Justement, parce que je suis libéral, j'ai profondément libéral, et moins l'État a de place, et mieux on se porte. Donc non, tu parles de. Il n'y a pas de souci. Là, tu m'as. Il n'y a pas de souci, mais en fait, excuse-moi, mais là, tu m'as parlé de la famille Pinot. Tu m'as parlé de LVMH. LVMH, c'est une. Fini. Tu peux m'excuser ou pas? Laisse-moi 30 secondes pour m'excuser. Je suis désolé depuis un bon moment de cette conversation parce que tu étais arrivé avec des belles phrases au début. J'ai cru que tu étais un super singe et je parlais avec toi sérieusement. Et en fait, je me rends compte que tu es un singe libéral hegélien qui récite son texte. À part rabaisser ceux qui ne sont pas de ton avis, tu fais quoi exactement? Je veux dire, à part dire oui, les riches sont méchants et finalement le prolétariat. Frérot, le marxisme, ça n'existe plus depuis longtemps. Il faut. C'est moi, t'as dit quoi? Ça va être dur parce que là, en fait, sors de ton modèle militant, s'il te plaît, et il y a un moment ou un autre, tu peux utiliser le modèle libéral, et je suis le premier à l'utiliser régulièrement pour modéliser certains phénomènes, mais il est insuffisant. Et il ne fonctionne pas objectivement pour analyser notre quotidien économique. Pour analyser notre quotidien économique, il faut intégrer ce que j'appelle la vision mégacorp, mais dans la vision de mégacorp, il y a également les États en tant qu'acteurs économiques et les particuliers en tant qu'acteurs économiques. Il faut voir les interactions conscientes, volontaires, organisées. Que fait non, on n'est pas dans le libéral. Là, on est dans le monde réel. Là, on n'est pas dans l'idéal libéral, on est dans le monde réel. Dans le monde réel, on n'est pas dans l'idéal, ne serait-ce que parce que les acteurs économiques étatiques ne jouent pas les mêmes règles du jeu que les autres. Le fait que le libéralisme fonctionne quand il y a de la concurrence, il y a énormément de marchés où il n'y a pas de concurrence, ou s'il y a de la concurrence, il y a des barrières technologiques, des machins, des trucs, des arrangements, des conflits d'intérêts, toutes sortes de choses qui font que ce n'est pas un idéal libéral. Il y a les banques centrales qui ne fonctionnent pas non plus comme si on avait un libéralisme budgétaire. Donc dans le monde réel, Yaouda, c'est très difficile et on va pas s'arranger aujourd'hui, on va s'engueuler. La seule chose que je peux faire, c'est du professorat ou le contraire, écouter ton professorat et comprendre ton point de vue. Mais juste que je te dise que pourquoi est-ce que tu vas avoir du mal à comprendre une bonne partie des choses que je dis? C'est parce que quand je les dis pas uniquement dans le modèle libéral, c'est que je superpose plusieurs lectures du monde économique et du monde tout court et que une d'entre elles est libérale, mais ce n'est pas la principale parce qu'elle n'est pas pertinente. Ok, je suis sûr qu'on a compris. Tu peux faire droit au but, s'il te plaît. La raison pour laquelle nous allons avoir du mal à nous entendre tant qu'on n'aura pas étudié ensemble la question du libéralisme et des autres modélisations possibles de l'économie. D'accord, on a compris, je te jure qu'on a compris. Faire droit au but, on a compris pourquoi est-ce que j'ai compris, tout le monde a compris pourquoi est-ce qu'on ne s'entendra pas. D'accord, maintenant tu continues, avance. Là, c'est juste ça que je veux dire, c'est qu'on peut partir sur un discours que j'essaie de te faire a priori puisque tu connais pas d'autres modèles économiques. Après, tu dois te connaître le modèle marxiste, je veux dire, tu montes le vent, tu dois le connaître aussi. Oui, tu penses quoi du modèle marxiste, toi? Le modèle marxiste. Genre, pour toi, est-ce que ça marche le marxisme? Pour toi, est-ce que c'est quelque chose d'idéal? Alors, on va revenir, on va parler objectivement et on va sortir des conneries de pré-programmation. J'ai affaire à un singe et je vais être très prudent. Ce que je veux te dire, c'est que globalement, tu es capable, toi, normalement, si tu es bien éduqué, tu es capable de faire un truc. Tu parles des bourgeois qui sont soi-disant méprisés. Tu connais le modèle hegélien et le modèle marxiste. Laisse-moi faire un truc 30 secondes. Tu connais le modèle hegélien et le modèle marxiste. Ce qui signifie que tu peux lire les événements économiques. Ce qui signifie que tu peux lire les événements économiques soit comme une lutte de classe, soit comme une autogestion des valeurs du marché. Donc, tu peux voir ces deux phénomènes et tu peux superposer les deux lectures pour constater que dans certains cas, certains transferts de richesses, certains conflits économiques vont s'expliquer relativement bien par le conflit entre deux régions, entre deux populations, entre deux castes, etc. Tandis que dans d'autres cas, ça va s'expliquer très bien par la recherche de la rentabilité, l'optimisation des placements, etc. Donc, rien que ça, et pourtant ce sont des modèles qui ne sont pas très raffinés, il y en a un les deux sont très vieux, hein, ils datent de j'ai l'impression que tu aimes t'entendre parler, parce que je te jure que ce que tu dis depuis tout à l'heure, on le sait tous. Il n'y a pas un mec qui ne sait pas ça. Et alors, pourquoi, alors à ce moment-là, pourquoi, alors, si tu le comprends, Yada, pourquoi tout à l'heure, quand j'ai amené quelque chose qui est relativement facile économiquement dans un modèle, c'est quoi le joli mot, oligopole, dans le modèle oligopole qui est le nôtre, et toi tu m'as rentré dedans avec du lard en disant oui mais dans la théorie hegélienne de l'idéal libéral ça fonctionne pas comme ça. Oui mais on n'est pas dans l'idéal hegélien.
Alors attends, il y a, en France, parce que apparemment il n'est pas dans l'idée d'Alger, d'accord. En France, il n'y a aucune société qui avait un certain monopole qui a fait faillite. Et ça n'existe pas dans le monde. De grosses sociétés qui sont mal gérées, qui font par la suite faillite. Ça n'existe pas. La seule manière pour qu'une grande société fasse faillite, c'est qu'elle soit lâchée par les investisseurs stratégiques ou abattue par un État. Et pourquoi est-ce qu'elle se ferait lâcher par un État ou par des investisseurs stratégiques? Alors, il y a plusieurs circonstances qui peuvent se produire. Celle qu'on connaît le mieux. C'est une simple bonne raison. Si une société se fait lâcher par l'État parce que soit elle n'est pas compétitive et donc ça devient une société zombie, et à ce moment-là l'État comprend que finalement, et c'est ce qui arrivera peut-être, on espère, à Peugeot ou à Renault, peu importe, une des deux. Ce qui arrive, c'est que quand une société devient zombie, c'est parce qu'elle n'est plus compétitive. Il faut la liquider. Donc elle est abandonnée. Ça, c'est justement le problème de la loupiote hegelienne. C'est-à-dire qu'elle va expliquer une partie des choses. C'est-à-dire que oui, quand par exemple on met en concurrence plusieurs équipementiers automobiles, effectivement, il y a un certain libéralisme qui va s'appliquer, et donc effectivement une certaine pression des coûts comparatifs à l'international, à l'export, au coût de transport, au coût de la matière, etc., qualité fournie et compagnie. Donc là, effectivement, dans certains cas, on va avoir une entreprise qui va être moins compétitive qu'une autre, parce qu'elle aura moins bien évolué technologiquement, moins bien géré ses affaires, etc., et qui va disparaître pour cette raison capitaliste. Mais là, on est très très bas dans le marché. Au niveau d'un fabricant automobile, on est sur des entreprises stratégiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des acteurs économiques libéraux, ce sont essentiellement des fleurons nationaux, et quand ce ne sont pas des fleurons nationaux, ça veut dire qu'ils sont devenus suffisamment importants pour être des mégacorps, c'est-à-dire des entités qui sont politiques par elles-mêmes et qui peuvent agir relativement indépendamment des États, même s'il y a forcément une limite sur le territoire de chaque État. Oui, comme dans cette vision-là des choses, la raison pour laquelle une entreprise coule ou la raison pour laquelle une entreprise prospère, par exemple l'exemple de Microsoft n'a pas progressé en raison des régulations du marché. Microsoft a progressé en raison du fait que les investisseurs stratégiques, avec les relais industriels qu'ils avaient à l'époque, désiraient créer ce marché et en avoir le contrôle, et donc ils ont avantagé le numéro 1 et le numéro 2, car le système génère toujours sa propre concurrence, pour pouvoir créer ce marché, occuper ce marché par avance. Et la plupart des grands marchés monopolistiques du monde ont été créés délibérément, soit par un État, soit par un groupe d'investisseurs stratégiques. Mais crois-moi, le libéralisme est la main invisible du marché. Mon cul, la main invisible, c'est les grandes banques et les États, et parfois les petits porteurs enthousiasmés par un mouvement ou par un truc médiatique vont effectivement se comporter comme des forces. Alors oui, mais attends, ce que tu dis là par rapport au cas Microsoft, ça a été poussé par l'État parce que les Américains ou les investisseurs stratégiques ont compris que Bill Gates ou pas, c'est lui qui a créé, on s'en fout. Bill Gates avait quelque chose, avait une innovation. C'est-à-dire que quand même, malgré que tu ne crois pas à la main invisible, il y a quand même quelqu'un qui s'est levé un jour et s'est dit, écoutez, bande de fils de pute, vous allez arrêter de jouer avec votre caca, maintenant il y a Microsoft. Maintenant, je vous ai créé un truc, je vous ai créé des ordinateurs. Oui, mais ça, faut bien comprendre que le rôle de Bill Gates dans cette affaire, même si effectivement il a été l'un des ingénieurs de la société au début de l'histoire de la société, le rôle de Bill Gates est un rôle d'acteur international, essentiellement grand représentant de commerce, etc. Bon, c'est un patron par ailleurs, il fait plein de choses de sa vie, ce monsieur. Mais globalement, Microsoft est pour te l'expliquer avec un truc à l'ancienne, mais c'est une colonie économique qu'on a fidée, qu'on a fait grandir, qui est devenue prospère et qui, au bout d'un moment, a rendu de l'argent à ses fabricants. Mais Microsoft a été entièrement fabriqué du début jusqu'à la fin par le gouvernement américain, mais surtout par les investisseurs stratégiques anglo-saxons. Et donc, c'est pas du libéralisme. C'est de la planification économique, des décennies à l'avance. Allô, c'est de l'ordre. Je disais oui, alors pour Microsoft, effectivement, il y a eu des aides de l'État, mais quand bien même, malgré qu'il y ait eu des aides de l'État, ça change rien au fait que comment dit Microsoft, malgré qu'il y ait des aides d'État, si jamais on voulait pas, il y avait comme Apple. Alors tu me dis, oui, Apple c'était une opposition contrôlée, je sais pas quoi. Malgré tout, ça reste une société capitaliste. Elle est dans un marché. Elle était en position de ce qu'on a fait avec Microsoft, c'est pas qu'on l'a poussé en situation monopole, c'était qu'on a exacerbé sa situation monopole. Et c'est quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que on a compris que Microsoft allait faire d'elle une société stratégique. Et c'est pour ça que évidemment dans le système capitaliste, les situations de monopole, il faut les éviter parce que elles s'opposent à l'innovation. Mais dans le cas de Microsoft, c'était un nouveau secteur qui était en forte croissance et il fallait l'utiliser pour baiser à peu près. Enfin, il fallait l'utiliser pour baiser à peu près tous les autres États, avec notamment
Avec notamment les lois d'extraterritorialité qui ont fait qu'on a utilisé Microsoft et pas que pour encueillir tout le monde. Mais le fait est que on est d'accord pour dire que là on a un cas. On est d'accord pour dire que là on a un cas, donc c'est un cas particulier, je suis d'accord, je l'ai pris volontairement parce qu'il est particulier, mais on a un cas dans lequel on est d'accord que les règles qui expliquent le mieux l'apparition de Microsoft et le développement rapide de Microsoft ne sont pas celles du libéralisme, ne sont pas celles de l'économie de marché, mais celles de la planification économique, celles de l'investissement stratégique des investisseurs, des grands investisseurs, ou de l'investissement, planification d'État. C'est un futur secteur stratégique, il faut que l'État ait des parts dedans pour pouvoir le contrôler. Donc dans tous les cas, on n'est pas à l'intérieur d'un investissement et d'un système d'investissement libéral, mais on est bel et bien dans de l'interventionnisme économique pour l'État ou dans de la manipulation du marché, de la planification à long terme pour les investisseurs particuliers. Ouais, mais en fait, ce que tu comprends, c'est que il y a le fait que ça soit contrôlé ou pas. Moi, j'ai jamais dit qu'on était qu'on était dans un monde libéral. Le libéralisme le vrai libéralisme n'a quasiment jamais été appliqué. Peut-être. J'aurais aimé entendre ça plus tôt dans la discussion. Ah oui, mais ce que je dis, c'est même au Royaume-Uni, ça n'a pas vraiment été appliqué comme on le voudrait, ou du moins comme Adam Smith le voulait. Mais le fait est que, malgré tout, Microsoft, maintenant, parce à la base, on parlait d'héritage. Malgré que ça a été une société qui a été poussée, parce que voilà, il y avait des intérêts géopolitiques qui poussaient à ce que les Américains aient des sociétés qui avaient un certain monopole. Américain, c'est mondial. C'est pas américain, c'est mondial. Oui, mais attends, d'accord, mais le monopole de Microsoft, ceux à qui ça dessert le plus, c'est à tout le monde sauf aux Américains. Je veux dire, parce qu'aujourd'hui, tu me dis les intérêts sont pendant très longtemps, même si c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais il y a un moment, si tu veux, une entreprise, pendant un certain temps, c'est en général l'objet d'un État, mais en fait, il existe un stade d'évolution des entreprises, genre Google et Amazon l'ont atteint, Orange l'a atteint, au-delà duquel les entreprises sont tellement puissantes qu'elles concurrencent les États en réalité. Et donc là, si tu veux, la relation entre un État et une mégacorp est beaucoup moins bonne que la relation entre un État et une entreprise d'État, et une entreprise stratégique. Ouais, oui, d'accord, mais ceux qui ont poussé le fait que Microsoft ait une situation de monopole, ça a servi surtout les Américains. Quand il y a le renseignement américain te dit oui, finalement, les Français là-bas, ce serait bien qu'on ait des renseignements sur eux. Je pense qu'on est d'accord déjà là-dessus, mais je vais faire en une phrase. Est-ce que tu es conscient que le monopole de contrôle des machines des autres qu'on a exercé, que les Américains, les renseignements américains ont exercé à travers les backdoors de Microsoft dans le monde entier pendant des années, elles existaient avant sous forme électronique avec les monopoles que je ne saurais pas te sortir la liste des entreprises parce que j'étais pas là à l'époque, mais tu retrouves la liste des entreprises. Et par exemple, au tout début de l'informatique, les fabricants de machines, il y en avait 2 aux États-Unis. Pareil, je pourrais pas te ressortir les noms, mais il y en avait que 2. Et les 2 ont eu miraculeusement installer les logiciels de la micro-boîte, alors qu'il y avait Apple qui était déjà une grosse boîte. Et donc ça, ce que je veux dire, c'est si tu vois pas, c'est pas la main invisible du marché, c'est clairement les gros doigts de la CIA ou les gros doigts de Rothschild ou les gros doigts de qui tu veux, et on n'est clairement pas dans du libéralisme. Mais est-ce que je dis le contraire? On est d'accord qu'il y a je dis juste que... Donc en gros, la seule chose qui nous a mis en différence, c'est de ne pas vouloir aborder je ne sais plus quel problème économique avec plusieurs modèles et pas seulement le modèle libéral. Mais si tu comprends que le modèle libéral est on est d'accord. Non, pas idéal. Je pense qu'il peut être atteint lorsque, soit on est le jour où on aura un gouvernement mondial, ce que j'espère pas, mais si un jour où il y a un gouvernement mondial, peut-être qu'on pourra à ce moment-là imposer le libéralisme. Je ne juge pas pour, mais ce serait possiblement possible. Mais là où il y avait c'était juste par rapport au... Moi, le libéralisme n'a pas à être totalitaire. Tu n'es pas obligé de faire un libéralisme totalitaire, c'est-à-dire totalitaire au sens primaire, c'est-à-dire qui concerne tous les aspects de la vie. Donc, ce serait ça ressemblerait à l'anarchie à ce stade-là. L'anarchie dans le bon sens. Tu voudrais un libéralisme chinois. C'est-à-dire, plus ou moins, vous avez une liberté économique, une liberté sociale, mais une liberté politique, non. C'est ça que tu veux dire. En fait, tes projets politiques sont vraiment dégoûtants de mon point de vue, mais peu importe. Non, mais je juge pas pour ça. Je te demande, c'est une question que je te pose. Est-ce que toi, tu es pour un libéralisme qu'on pourrait appliquer à la Chine? Moi, ce que j'appelle le libéralisme dans ma soupe, c'est qu'il y a des secteurs d'activité, des marchés, dont j'estime que l'État n'en a rien à foutre tant que les citoyens ne viennent pas me casser les couilles. C'est-à-dire